On a vu il y a 2 mois à l'occasion des élections législatives que le nouveau Front Populaire, il devait beaucoup à la jeunesse. 45% des jeunes ont voté pour le nouveau Front Populaire. C'est une réussite de cette coalition de gauche. Et donc c'est pour ça qu'on s'interroge sur ce que le nouveau Front Populaire doit à la jeunesse. Il doit notamment des politiques pour les jeunes ambitieux et singulièrement pour les jeunes en ruralité parce qu'ils sont à l'intersection à la fois des discriminations des jeunes et des discriminations de la ruralité. C'est la direction que nous allons prendre. Emma, l'organisation politique et sociale des ruralités, elle pousse les jeunes au départ, quitter le lieu où on a grandi, où on a fait son lycée pour partir à la grande ville. Est-ce que c'est quoi les constats que vous dressez les jeunes écologistes sur les obstacles qui conduisent au départ des jeunes ruraux? Merci beaucoup Jean-Baptiste, c'est une très longue question mais qui est très complète. Déjà je voudrais commencer par dire que c'est un sujet, une table ronde qui est importante pour Anna et moi, et je pense pour l'ensemble des jeunes écologistes. C'est un sujet qui est important parce qu'avec Anna, on vient de la ruralité. Donc c'est important pour nous de pouvoir parler aujourd'hui et de parler aussi au nom des jeunes écologistes. Donc je remercie de l'invitation et de l'opportunité qu'on a aujourd'hui de pouvoir parler de la jeunesse, des jeunesses en ruralité. Donc c'était important pour nous. Au niveau de la question sur le constat de pourquoi les jeunes partent de la ruralité. Déjà, je voudrais rappeler quelques chiffres sur les jeunes en ruralité. Déjà, je pense qu'il y a une base à poser, c'est qu'il y a différentes jeunesses, et c'est important de pouvoir poser ce constat-là pour comprendre aussi pourquoi certains jeunes partent et d'autres restent. Déjà, je pense qu'il y a la question des jeunes de façon générale qui sont encore dans l'âge de vivre chez leurs parents, et ensuite la jeunesse qui est dans l'âge de faire ses études et ensuite de trouver un emploi. C'est des questions qui sont différentes, et c'est sur chaque jeunesse, on doit trouver des politiques qui répondent à ces besoins-là. Il ne faut pas prendre la jeunesse comme quelque chose de uniforme, mais bien comprendre quels sont les besoins de chaque jeune en fonction notamment de leur âge. Donc au niveau, dans le milieu rural, au niveau de la proportion des jeunes de 17 à 29 ans, il y a 27% dans le rural. Et ensuite, on a une proportion qui est assez intéressante, c'est de 15 ans à 17 ans, donc dans l'âge, on va dire, d'habiter chez nos parents. C'est un tiers des jeunes qui vivent donc dans le milieu rural. Et ensuite, on a une forte baisse, notamment à partir du moment où on doit partir faire ses études, donc après le bac, donc à 18 ans. Donc de 18 à 22 ans, c'est un jeune sur 10 qui quitte la ruralité. Et donc ça fait baisser le taux à 24%. Et ça, je pense que la question des études, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, on est obligé en fait de partir du milieu dans lequel on vit pour faire nos études. Moi, c'est typiquement ce que j'ai fait. J'ai toujours vécu dans le nord de la France, dans un petit village, et au moment de devoir faire mes études, j'ai dû partir parce qu'il n'y avait pas d'école qui pouvait correspondre à côté de chez moi pour faire mes études. Donc c'est une question qui est importante, parce qu'il faut réussir à remettre des centres de formation et d'écoles de façon, en tout cas, plus proche des différents milieux ruraux, pour éviter aussi que les jeunes doivent partir absolument pour faire leurs études. Et il y a aussi une question on va dire de légitimité et de dévalorisation des centres de formation qui peuvent exister en tout cas dans des milieux un peu plus ruraux et dans des villes qui sont plus petites. Et ça, c'est une question qui est importante, parce que du coup, on se sent obligé en fait de partir dans des plus grandes villes pour avoir des centres de formation qui sont considérés comme plus légitimes pour ensuite trouver un emploi. C'est toujours ce système de hiérarchisation, on va dire, et de capitalisation de l'effort intellectuel à faire au niveau de la jeunesse. Donc ça, c'est un objectif, je pense, qu'on doit avoir, de pouvoir recréer un rapprochement au niveau des centres de formation pour éviter d'obliger
les jeunes à partir. Si des jeunes ont envie de partir du milieu rural, il n'y a pas de souci, mais on doit laisser l'opportunité, en tout cas aux jeunes qui souhaitent rester, de pouvoir le faire. Ensuite, évidemment, il y a la question de l'emploi. Donc la question de l'emploi, c'est quelque chose d'important parce que ça crée toute la question notamment de la mobilité aussi à ce niveau-là, parce qu'il y a 64% des personnes qui vivent dans le milieu rural qui doivent se déplacer dans une autre commune pour exercer leur emploi. Et donc ça, c'est important parce que c'est le fondement de l'écologie, c'est comment on réussit à créer de nouvelles mobilités et assurer une mobilité qui est assez importante pour pouvoir à tout le monde d'exercer son emploi. Donc on a aussi au niveau de l'emploi une fracture avec le milieu urbain, notamment parce qu'au niveau des jeunes hommes ouvriers, c'est plus un emploi, on va dire, ouvrier. Et ensuite, au niveau des jeunes femmes, c'est plutôt des métiers d'employés. Et le taux, c'est des métiers qui prennent une part beaucoup plus importante que dans le milieu urbain. Donc, on doit vraiment réussir à se saisir de cette question-là de l'emploi, notamment parce qu'on oblige les jeunes à partir dans des centres urbains et quitter la ruralité pour pouvoir exercer leur emploi. Peut-être pour terminer sur ça, je pense qu'il y a une distinction aussi à faire. On a une tendance à penser que tous les jeunes qui vivent dans le milieu rural, ou en tout cas les jeunes qui sont dans la tranche d'âge de trouver un emploi, sont forcément des gens qui travaillent dans le milieu agricole ou forcément des jeunes agriculteurs. Moi, je pense que c'est important évidemment, on doit se saisir de la question des jeunes agriculteurs. C'est une question qui est hyper importante pour les écologistes. Il y a eu plusieurs tables rondes qui parlaient de l'agriculture à ce niveau-là, mais c'est important de pouvoir montrer la diversité qu'il y a dans la ruralité pour pouvoir justement répondre à ces besoins-là et ne pas penser que la jeunesse, c'est seulement les jeunes agriculteurs dans le monde rural. C'est pas vrai. Il y a aussi des personnes qui travaillent dans le commerce, dans le transport. Donc il faut se saisir de cette question-là pour éviter de tomber dans quelque chose qui ne parle pas à tout le monde. Donc je pense que c'est important de pouvoir aussi réussir à prendre la jeunesse dans sa diversité pour pouvoir répondre aux différents besoins. Je ne sais plus si dans la question tu parlais de services publics aussi. Non, mais tu peux y aller. Allez, je déroule. Évidemment, la question des services publics, c'est une question qui est hyper importante dans la ruralité, mais surtout au niveau de la jeunesse, pour permettre justement une émancipation qui soit individuelle, mais qui est aussi collective. Ça, c'est important pour nous de permettre à tous les jeunes de s'émanciper à ce niveau-là. Et dans la ruralité, on voit qu'il y a quand même des choses plus complexes pour réussir à s'épanouir de façon aussi, par exemple, culturelle, au niveau de la création d'associations, etc. C'est beaucoup plus difficile. Et évidemment, la question du délaissement des services publics et l'abandon des services publics par les gouvernements, ça pousse aussi les jeunes à se rapprocher de pôles plus urbains pour se rapprocher justement de services publics qui sont, j'ai même pas envie de dire plus fonctionnels, parce que même les services publics dans les pôles urbains ne sont pas fonctionnels, mais en tout cas de se rapprocher dans des villes qui sont plus grandes pour au moins essayer de se rapprocher de services publics qui peuvent exister. Donc voilà, à ce niveau-là, ce que je pense que vous devez retenir de mon intervention, c'est de ne pas penser que la jeunesse dans la ruralité, c'est une jeunesse qui est uniforme. Si on tombe dans ce schéma-là, de se dire, voilà, on a une jeunesse dans le milieu rural, on ne réussira pas à conquérir le milieu rural et réussir à réinstaurer un climat dans la ruralité et permettre à tous les jeunes aussi de s'épanouir dans la ruralité. Merci. Sébastien. Et Emma vient d'en parler, les jeunes sont poussés au départ en ruralité, mais même quand on reste dans la ruralité, on galère, notamment à s'héberger.
Emma l'a parlé, on n'habite pas forcément là où on travaille, et d'autant plus depuis les confinements successifs où des cadres urbains se sont intéressés et se sont mis à habiter les petites villes rurales, les petites et moyennes villes, ce qui fait qu'il y a une gentrification aussi de la ruralité. Et donc, la question qui m'intéresse de t'entendre, c'est comment est-ce qu'on permet aux territoires ruraux de ne pas se gentrifier, notamment en permettant aux jeunes d'accéder à un logement, comment on pense l'accessibilité des logements, l'accessibilité de la vie en général en milieu rural. Voilà une très grande question. Mais je ne doute pas que tu auras une très grande réponse, Sébastien. Déjà, pour revenir sur ce que vient de dire Emma, est-ce qu'elle voulait que l'on retienne, à savoir qu'il n'y a pas une jeunesse, mais effectivement, selon les territoires, et puis là, pour le coup, on va pouvoir en parler aussi, parce que il y a quand même des territoires très diversifiés, et puis des jeunesses. Je crois qu'il y a cette question de quand on est jeune, en ruralité, qu'est-ce qui vient changer dans son imaginaire et dans, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, dans cette question de l'émancipation? Comment on va s'émanciper? Comment peut s'émanciper un jeune dans la ruralité? Et qu'est-ce qui va être différent à côté d'un jeune urbain? Et là, on a effectivement une grande question. Parce que quand on est en ville, l'accès aux grandes écoles et à l'université est beaucoup plus simple. Quand on est un urbain de Paris, là, c'est encore plus simple. Et on voit qu'il y a une grande partie des jeunes qui vont y avoir accès. Mais quand on regarde la sociologie de ceux qui sont en ville et qui vont avoir accès justement à ces écoles, n'ont pas le même parcours de scolarité. Et on voit qu'il y a, à travers cette question de urbains-ruraux, également une lutte des classes qui vient s'inscrire là-dedans. Donc effectivement, quand on est, on va dire, peu diplômé et que l'on est dans la ruralité, comment un enfant va se projeter et s'imaginer avec cette émancipation? Je crois que la question, en fait, elle est là. Et puis nous, dans un discours politique, comment on arrive à avoir quelque chose qui donne envie et qui permet de se dire, là, on peut se projeter et on peut y trouver un sens. Je crois que c'est effectivement la grande question. Et c'est là que l'on est actuellement pas très bon. Parce qu'on voit pour le coup que, certes, il y a beaucoup de jeunes qui ont été mobilisés pendant les campagnes, là, mais une certaine jeunesse dans la ruralité n'a pas été, et ne l'est pas. Et puis on le voit dans la question de la vie associative, par exemple. Les jeunes, ils sont beaucoup moins, plus. Quand j'étais gamin, on avait dans chaque village des comités des fêtes qui étaient tenus par des jeunes. Et depuis, et là on peut voir, enfin, j'en ai pris la mesure il n'y a pas très très longtemps, mais en fait, la génération à partir de laquelle le comité des fêtes dans mon village s'est arrêté, c'est en fait à partir du moment où il y a eu un RPI. Et dès qu'il n'y a plus des enfants d'une commune qui ont eu de la scolarité et qui ont eu quelque chose de collectif à ce moment-là, et que ça a été éparpillé sur d'autres communes, en fait cette question-là s'est arrêtée. Alors je ne sais pas si ça peut se vérifier dans beaucoup d'autres communes, mais en tout cas, sur ma commune, c'est quelque chose qui a fonctionné. Donc, il y a quand même cette question de comment on fait du collectif, comment on vit collectivement, comment on le vit aujourd'hui, parce que pour le coup, un jeune dans la ruralité a le même accès aujourd'hui à Internet, à un téléphone, à, on va dire, d'autres moyens aujourd'hui, enfin, l'espace numérique notamment. Donc il y a cette question qui peut isoler aussi. Et quand on vient coupler ça avec des questions de mobilité, ça vient emmener, on va dire, un tout autre rapport de comment on se retrouve. Donc je reviens à la question de comment on va s'émanciper. Quand on ne peut pas aller faire des études, donc on ne va pas partir ailleurs. Parce que quand on se pose la question de combien d'enfants, enfin de jeunes, on va dire collégiens, se projettent et s'imaginent faire des études supérieures, il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup moins qu'en ville. Combien vont le faire et pouvoir le faire, donc financièrement, dans les capacités de mobilité. Et quand les parents ne sont pas partis déjà de leur secteur, on voit qu'il y a des difficultés, et j'en reviens à la question de la lutte des classes,
on se retrouve avec, dans cette lutte des classes avec les moyens financiers et la possibilité de le faire. Donc on voit qu'il y a un double enjeu là-dedans, mais quand on reste et quand on veut s'émanciper, il y a cette question de comment on part de chez soi, et donc de l'endroit où on va aller vivre, comment on doit trouver un travail rapidement pour pouvoir payer son loyer, éventuellement acheter sa maison. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a, c'est ce qu'évoquait BKT et KG dans leur bouquin en fait, qu'aujourd'hui des jeunes, pour s'émanciper notamment à la campagne, ça ne se passe que dans l'achat d'un terrain et la construction d'une maison. En fait, c'est le principal moyen pour pouvoir construire, s'installer et puis avoir une ascension sociale. Mais quand on voit aujourd'hui, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau de la possibilité de trouver un terrain et pouvoir construire, et donc là on voit comment la question des ZAN nous reviennent régulièrement en pleine figure, donc on a cette question-là. Et puis après, on voit comment, notamment en milieu rural, enfin moi je suis dans un département touristique, donc on voit comment les centres bourgs ou les centres-villes sont en location saisonnière. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour des jeunes, et donc ils sont obligés d'aller dans d'autres petites communes et faire 10, 20, 30, 40 kilomètres. Et donc là, on a un véritable enjeu. Sur la question de l'accès, pour avoir une émancipation, il y a un autre sujet que l'on évoque peu finalement, c'est la question de l'accès à la culture. Et quand on habite en ville, les jeunes en fait ont un accès à moins d'une demi-heure d'un lieu de culture, d'accès à la culture. À la campagne, c'est quelque chose qui est très 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 difficile. Et effectivement, là, la question de la mobilité, et on revient à chaque fois avec cette question de la mobilité, mais on a un véritable enjeu là-dedans. Mais quand on regarde le pass culture, qui est utilisé, je crois, à 70% par les jeunes urbains, n'est utilisé qu'à 30% par les jeunes ruraux. Et après, je n'ai pas le détail là-dedans de ce qui est utilisé, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bouquins, et notamment de mangas, qui sont achetés. Mais quel est l'accès à du théâtre ou d'autres choses, par exemple? Ce serait intéressant de voir la différence qu'il y a. Mais dans la question de l'émancipation aussi, ça passe aussi par l'accès à la culture. Et là, pour le coup, on a un véritable enjeu. Et c'est vrai que quand on pense la France rurale 2050, de comment on va avoir accès avec d'autres enjeux de mobilité à la culture, je crois qu'il y a un véritable sujet. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, absolument pas. Bien sûr que si. Merci bien. Anaïta, on voyait la diversité des jeunes et des jeunes ruraux. Il y a un angle mort, un grand oublié quand on pose le sujet ruralité, c'est le sujet ultramarin, c'est les ruralités ultramarines. Et du coup, double question, pourquoi est-ce que quand on parle ruralité, on oublie l'outre-mer et comment est-ce qu'on pense l'amélioration quotidienne des jeunes ultramarins ruraux? Déjà, merci pour l'invitation et d'avoir quand même apporté le sujet des Outre-mer dans vos universités de la ruralité. C'est effectivement un grand oublié. De manière générale, je pense qu'on peut dire que les ultramarins et les ultramarines sont un peu les oubliés de la République, que ça se voit partout, dans les politiques publiques, dans le débat public, dans juste les médias de manière générale. Je pense que ça s'explique parce que c'est loin, parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu de pour beaucoup de ces territoires, c'est des populations non blanches aussi. Donc je pense que c'est des choses à prendre en compte dans pourquoi on les considère aussi peu, ces territoires-là. Je pense qu'on a vu aussi, avec ce qui s'est passé, je suis calédonienne, donc avec ce qui s'est passé en Calédonie ces derniers mois, qu'en fait, on a une jeunesse qui ne se projette plus, qui ne voit plus d'avenir, et c'est ce qui a conduit en fait aux violences, aux événements. En fait, on va encore qualifier ça d'événements comme en 88, alors que globalement, des gens qui se barricadent dans leur quartier et des milices d'extrême droite qui tuent des gens dans la rue. Je pense qu'on peut qualifier ça de petite guerre civile quand même, même si, c'est des termes qui font toujours peur. De manière plus générale, je pense que la jeunesse ultramarine est oubliée. La jeunesse ultramarine est aussi souvent déracinée. Pour se projeter, faire des études supérieures, en fait, faut déjà pouvoir penser à l'avenir. C'est des populations qui sont
de manière un peu générale, plutôt précarisés aussi. Donc comment on pense à faire des études supérieures. Il faut partir en hexagone, il faut payer les billets d'avion. En fait, les dispositifs de continuité territoriale marchent tellement mal en plus que vraiment pour partir, c'est la croix et la bannière. Et surtout, on sait que quand on part, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir. Et ça, c'est un enjeu qui est terrible aussi pour des territoires, notamment je pense à la Martinique et la Guadeloupe, qui ont un enjeu démographique qui est énorme. C'est que en fait, les jeunes partent et ils ne reviennent plus. Parce qu'en fait, ils sont passés 3, 4, 5 ans sans revenir. Ça crée un déracinement. Ça crée en fait ça amoindrit le sentiment d'appartenance au territoire. Et ça crée pas mal de soucis. Et surtout, on a la peur de mais pourquoi je retournerais vivre en Outre-mer alors qu'il n'y avait pas d'école pour les enfants, pas accès aux services publics. Les établissements de santé, j'en parle même pas, c'est catastrophique en Calédonie. Dès qu'on a un truc un peu grave, on est évasané en Australie. Pendant la crise du Covid, moi j'habitais en Martinique à ce moment-là, on avait en fait l'hôpital de la Martinique, l'hôpital de la Guadeloupe a cramé en partie il y a 10 ans, n'a jamais été reconstruit. Donc en fait on avait les malades de la Guadeloupe, les malades de la Guyane qui venaient. Et puis on est arrivé au stade où en fait on était obligé d'évasaner les Martiniquais en hexagone, parce qu'en fait juste il n'y a plus d'infrastructures, on les laisse pourrir. Moi j'ai été au lycée Schulcher en Martinique, qui est un lycée où, du coup moi j'étais dans des mobil-homes parce qu'on a attendu que le plafond s'effondre sur la tête des élèves pour le reconstruire. Et puis voilà, en fait on est dans des infrastructures, et dans des territoires qui sont tellement finalement délabrés qu'on ne se projette plus et que en fait au-delà d'être des oubliés, en fait on est méprisé. C'est vraiment un mépris de l'État envers ces territoires-là, envers ces jeunes-là, qui créent une véritable colère, je pense, qui est généralisée. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie, là on le voit en Martinique, où il y a quand même pas mal de jeunes qui s'engagent dans le mouvement contre la vie chère. Après, on retrouve pas mal de problématiques communes quand même avec la ruralité, que sont la difficulté de l'accès aux services publics, la difficulté d'accès, ne serait-ce que en fait, à l'enseignement secondaire, puisque dans certains territoires, notamment je pense à la Martinique, une personne qui est à mobilité réduite ne peut pas aller au lycée. Donc c'est-à-dire que dès 15 ans, on est obligé de partir en hexagone, de s'exiler. À 15 ans, c'est un tel déracinement à si jeune de plus pouvoir juste rester chez soi en fait. Puisque, on parle même plus d'études supérieures en réalité. En Nouvelle-Calédonie, il y a 10 lycées publics. La plupart sont dans le Grand Nouméa, très bien. Par contre, dès qu'on va en ruralité, en brousse comme on dit chez nous, en fait, c'est l'internat généralement à 4-5 heures de route de là où on habite. Quand on est dans les îles Loyauté, alors là, on y retourne vraiment. En fait, on retourne chez soi 2 fois par an, quoi, parce qu'il y a un lycée dans les îles Loyauté. Du coup, la Nouvelle-Calédonie a 3 petites îles Loyauté, peut-être. Mais voilà, donc on est quand même sur peut-être sur les mêmes problématiques que la ruralité, mais en soi, peut-être encore plus exacerbées, puisque c'est des trucs qui arrivent encore plus tôt, même si je sais que des fois aussi en ruralité, on est obligé d'aller en internat un peu loin de chez soi pour juste poursuivre les études secondaires. Et puis, pour ce qui est de revaloriser la jeunesse, je pense qu'en fait, il faut juste lui redonner des perspectives d'avenir chez elle, en fait, pouvoir étudier chez soi, pouvoir accéder aux services publics, pouvoir se faire soigner chez soi, pour ne pas toujours être obligé d'aller à 8000, 16 000 km de la maison, parce que c'est quand même ces échelles-là de grandeur. Pour rentrer en Calédonie, il faut 28 heures, pour aller en Martinique, il en faut 8. C'est quand même des échelles qui sont conséquentes, et je pense qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir être fier de chez soi à nouveau, parce qu'il y a un sentiment d'identité qui existe, mais être fier de chez soi, vouloir y rester et surtout s'y projeter sur le long terme. Et ça, c'est je pense des choses que aujourd'hui les pouvoirs, l'État aujourd'hui ne permet pas d'avoir ces perspectives d'avenir-là dans ces territoires qui sont ultra isolés en plus, parce que c'est des histoires de statut, etc. Mais on a très peu accès aussi à la coopération régionale. On ne peut pas coopérer avec les territoires qui sont proches. Quand on parle des Antilles, par exemple, impossible
d'aller faire ses études sur l'île à côté. Pourtant, en Sainte-Lucie, de la Martinique, on le voit à l'œil nu. Et impossible, parce que diplôme pas reconnu, parce que, voilà, plein de choses. Et je pense que c'est aussi plein de choses à revaloriser que pouvoir se réinsérer des territoires ultramarins dans leur environnement régional pour aussi permettre une émancipation de la jeunesse dans le sens où elle n'est pas obligée de dépendre tout le temps du manque de continuité territoriale qu'il y a de manière générale. Avant d'être député, je bossais donc en tant que psychologue et j'ai bossé dans un service militaire adapté à Périgueux. Et ce qui était assez terrible, parce qu'en fait, le seul moyen pour la jeunesse qui n'avait pas la possibilité d'eux, c'était à travers l'armée, donc de pouvoir avoir accès à un CAP, à venir en hexagone, et puis pour beaucoup, pouvoir trouver un travail pour envoyer de l'argent, et puis avec les questions de précarité, il y a quand même la question de dépendance, l'accès à la santé, la question des addictions, il y a quand même beaucoup de sujets. Et je trouvais ça assez terrible qu'il n'y ait que à travers le service militaire qu'il puisse y avoir quelque chose de proposé pour les jeunes ultramarins. Ouais. Juste pour rebondir sur ça, c'est un combat qu'a porté Thémateï Legaï, qui était député de la Polynésie, du coup 2022-2024. Effectivement, on a un vrai abandon du coup du ministère de l'Éducation nationale de ces territoires-là, puisqu'en fait, et non, de l'enseignement supérieur aussi, puisqu'en fait, effectivement, pour étudier, on passe par l'armée, et je pense que c'est une vraie défaillance pour le coup. Merci. Et du coup, Mathilde, on a vu qu'il y a une pluralité de jeunes, il y a une pluralité de ruralité. Comment le nouveau Front populaire, comment nos partis, comment nos organisations de jeunesse peuvent mobiliser ces populations? Comment on s'adresse à tout le monde? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, jeunesse plurielle, donc des problématiques différentes et des solutions politiques qui doivent être différentes également. Je voudrais juste revenir sur quelques points qu'ont évoqué déjà Emma, Sébastien et Anaïta. Mais le premier, c'est sur la mobilité et l'autonomie. Moi, quand je parle, moi j'ai grandi en Finistère, au milieu du Finistère vraiment. Quand je parle avec quelques copains d'Île-de-France, leur autonomie, c'est un pass Navigo. Ils l'ont eu dès le lycée, dès le collège, et ça leur a permis de pouvoir avoir accès à la culture, de pouvoir aller voir des copains, de pouvoir aller manger dans des fast-food. Moi, mon autonomie, elle a véritablement commencé avec mon permis de conduire à 18 ans et qui coûte 1 000 €. C'est pas le prix d'un pass Navigo. À ça, on rajoute une voiture quand on n'a pas la possibilité de pouvoir emprunter celle des parents, l'assurance, l'essence et le coût écologique que ça va avoir sur le futur. Mais c'est important parce que ce permis de conduire, je le disais, il permet de pouvoir avoir accès à plein de choses. Enfin, ce pass Navigo déjà, il permet d'avoir accès à plein de choses. Sébastien l'a évoqué sur la culture. Moi, la culture à Châteaulin, c'est une librairie qui fait aussi maison de la presse. Sinon, c'est une bibliothèque municipale. Mais on n'a pas de salle de spectacle. On a un cinéma avec une salle de cinéma. Donc, vous n'avez pas le choix de ce que vous voulez voir pendant la semaine. Et on n'a pas non plus de musée. Donc, le pass culture, il est hyper intéressant. Mais il faut avoir les parents qui veulent bien nous amener à Quimper, 3/4 d'heure de route, venir nous chercher le soir, ou alors aller nous amener à Brest, 1h30 aller-retour. Sinon, on a la chance à Châteaulin d'avoir un TER, mais qui circule, donc il y en a 7 dans la journée. Et c'est parce que Châteaulin, on est vraiment la grosse ville du centre Finistère, on est 5000 habitants. Mais pour les copains qui habitent autour, Plébin, Dinéol, Ploné-les-Porzay, la culture, ce sera la maison de la presse ou le Leclerc du coin. Et c'est la seule culture qu'on va avoir sur place et d'accessible. Donc moi, je me rappelle d'avoir beaucoup vu, il y a quelques années, sur le pass culture, des critiques sur effectivement les mangas qui étaient achetés. Je me suis dit, mais c'est des gens qui ne doivent pas comprendre en fait que des fois, la seule culture à laquelle on a vraiment accès et qu'on peut acheter avec notre pass culture, c'est un manga ou c'est une BD ou c'est un livre qu'on va avoir dans le Leclerc Culture ou la librairie du coin. Le permis de conduire, il est aussi obligatoire dès qu'on a 18 ans pour avoir un travail.
Je vous refais pas la Bretagne, mais grosse région agroalimentaire, donc il y a du travail l'été dans les usines du coin pour aller faire les échalotes, etc. Mais pour ça, il faut le permis de conduire. Pour aller faire des études, parce que nous, les études, elles se font soit à Quimper, soit à Rennes, soit à Brest. Mais pour y aller, soit il faut une voiture pour y aller tous les matins et rentrer tous les soirs, soit il faut avoir un logement sur place. Et un logement, ça a du coût. Ce qui fait que j'ai plein de copains qui sont allés faire des études qui leur plaisaient pas totalement, mais parce que Quimper, c'était plus accessible que Rennes, parce que Rennes, c'est plus loin, et que Rennes, il fallait absolument un logement sur place. Je reviens pas sur ce qu'a dit aussi Sébastien sur la question de légitimité, mais je pense que ça va aussi avec l'emploi. On a du mal à se projeter sur des études supérieures ou sur un emploi quand on est en ruralité. Contrairement, que j'ai rencontré après, mais des copains qui ont toujours vécu à Rennes ou en Ile-de-France, qui ont eu accès à plein de portes ouvertes d'écoles supérieures, à plein de grandes écoles, etc., auxquelles nous, on n'avait pas accès à Châteaulin. Et forcément, c'est plus compliqué de se projeter, et du coup, on va aussi plus aller vers des études courtes pour la plupart. Je le disais aussi, Quimper, c'était plus facile pour y aller, mais c'était que des IUT. Ou alors, c'était une fac de droit qui allait jusqu'à la licence, et le problème de se déplacer se repose dès qu'on a fini notre licence. Et le dernier point sur le constat, c'est les déserts médicaux. Moi, j'ai découvert en arrivant en Ile-de-France qu'en fait, on pouvait prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo 3 jours plus tard. À Châteaulin, il me fallait 6 mois pour avoir un rendez-vous. Le rendez-vous, il était à 3/4 d'heure en voiture. Et donc, pareil, c'est une organisation aussi, même quand on est en études supérieures, d'aller papa, je peux prendre la voiture, s'il te plaît, c'est pour aller chez l'ophtalmo. Et voilà, et c'est la même chose pour les rendez-vous chez le gynécologue, c'est la même chose pour les rendez-vous chez le psychologue. Et donc, et puis, alors, je reviens juste rapidement dessus, mais les départs en retraite des médecins en ruralité, ça va être c'est déjà un terrible problème, et ça va l'être de plus en plus dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'orga de jeunesse ? Pour moi, il y a 2 points. Le premier, c'est déjà tout ce qu'on vient de se dire, c'est d'accepter de le reconnaître, qu'effectivement, il y a des grosses inégalités. C'est un point super simple, mais c'est essentiel pour commencer le travail. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire en interne, et je sais que chez les jeunes écolos, vous le faites comme nous, mais typiquement, c'est décentraliser les réunions qu'on va pouvoir avoir. Je sais que vous le faites beaucoup chez les jeunes écolos. Nous, on fait aussi beaucoup, là notamment sur les législatives, c'est d'envoyer quelques copains de région parisienne aller tracter à Morlaix, chez Sylvaine Vulpiani. Les problématiques, je vois Marianne qui rigole au premier rang, mais les problématiques ne sont pas du tout les mêmes quand on tracte à Asnières-sur-Seine que quand on tracte à Morlaix. Et c'est important aussi de se rendre compte des différences qu'on va avoir. C'est aussi des communications qui vont être ciblées selon les territoires et qui permettent d'avoir un point sur comment est-ce qu'on fait de la pédagogie sur ce que c'est l'écologie et quelles sont nos attentes. Moi, je me rappelle d'avoir eu des conversations avec des copains de Châteaulin et de Douarnenez en leur expliquant qu'en fait, ils sont écolos depuis qu'ils sont petits, parce que depuis qu'on a 6 ans, on fait toutes les manifestations contre les algues vertes. Et en fait, nous, c'est notre écologie aussi à Châteaulin. C'est aussi notre écologie de demander plus de transport en commun. Parce que c'est pas normal que demain, pour rentrer en Bretagne, il me faille 6 heures. Parce qu'une fois que je suis arrivée à Quimper, je suis bien contente. Mais derrière, il faut que je puisse aller chez mes parents qui ont déménagé désormais et habitent à Douarnenez, qui est encore moins accessible que l'était Châteaulin. Et donc, du coup, de localiser aussi tous nos combats via la communication qu'on va pouvoir faire. Sébastien l'évoquait sur le logement. Nous, en Bretagne, on a un problème, c'est les Airbnb et le fait que les gens n'arrivent plus à se loger. Sur la côte, depuis 2020 et la crise du Covid, c'est de plus en plus compliqué pour des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent rester à Douarnenez, de pouvoir avoir un logement directement dans la ville. Ils sont obligés de s'éloigner un peu plus. Parce qu'on a beaucoup de résidences secondaires et beaucoup de Airbnb. Et bon, ça va aussi avec ce que je disais tout à l'heure sur les événements décentralisés, sur la formation. Il y a juste un dernier point qui pour moi est essentiel, c'est comment est-ce qu'on sort aussi de nos partis.
Et Sébastien l'a évoqué, moi je pense que ça restera mon combat chez les jeunes G, mais c'est l'associatif. On a des associations sur les territoires qui font les choses très très bien, qui portent des combats, mais sur lesquels il y a deux choses qu'il va falloir qu'on travaille. Un, les rassurer, et en même temps leur faire comprendre l'urgence. Les rassurer parce qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup à ne pas vouloir être vus avec des partis politiques parce qu'ils ont peur. Mais aussi leur faire comprendre que l'urgence, c'est dans 5 ans, il n'y aura plus de subventions pour ces associations-là, enfin dans 5 ans, pardon, dans 3 ans, voire même avant. Il n'y aura plus de subventions pour ces associations, il n'y aura plus de locaux, il n'y aura plus de disponibilité par les mairies. Et donc, il y a une urgence aujourd'hui à travailler avec elles et leur faire se rendre compte de tout ça. Notamment parce que c'est elles aussi qui sont vecteurs de toutes les connaissances du territoire, de toutes les problématiques. Et ça me lie au dernier point qui sont les élus locaux qui aujourd'hui ont une pression folle dans les petites villes, ont une pression folle en ruralité parce qu'on leur demande de s'occuper de tout. De l'accident qui a eu lieu devant la mairie, jusqu'à l'arbre qui est tombé alors qu'il appartient à mon voisin, sans parler de toutes leurs tâches qu'ils ont déjà à faire à la mairie. Donc ils ont une pression folle et pourtant c'est eux qui aujourd'hui font souvent vivre, cohabiter ensemble et assurent effectivement les services publics dans ces villes. Donc voilà, c'est je pense les deux axes sur lesquels il faut qu'on développe, associatif et lien avec les élus locaux. Merci beaucoup. Ça fait le pont avec la dernière question qui nous reste à peu près 5 minutes pour traiter avant de passer à la seconde table ronde. Tu as parlé de pédagogie et d'associatif. Il y a une association, un mouvement de jeunesse qui est le MRJC, le mouvement rural des jeunes chrétiens, qui est une excellente vigie sur la jeunesse en milieu rural. Et elle fait un constat, c'est qu'il y a de moins en moins de lieux de vie collectifs en ruralité. Et donc le MRJC est en train de lancer un immense chantier d'ouverture partout en France de tiers-lieux. Et donc cette dernière question, elle est autour de comment on recrée du collectif. T'as dessiné la piste associative, mais comment on recrée du collectif en ruralité? Emma, si tu veux commencer. Réponse courte. Il reste 5 minutes, donc on fera très très court. Hier, j'ai fait un atelier sur l'éducation populaire. Donc en fait, je pense que ta question, elle répond plutôt bien à l'atelier qu'on a mené hier sur le fait qu'il faut redonner des moyens aux associations, notamment d'éducation populaire. On voit qu'il y a une fracture et des inégalités qui sont assez importantes entre les associations d'éducation populaire dans le milieu urbain et dans le milieu rural. Donc, il y a vraiment une question de c'est un peu le nerf de la guerre, mais c'est refinancer et donner des moyens financiers qui sont assez importants pour permettre aux associations d'éducation populaire de permettre de porter un projet d'émancipation qui est individuel mais qui est aussi collective et qui permettra de lutter contre les discours de la peur et de la haine que peut porter notamment le Rassemblement national. Donc en fait c'est des questions qui sont fortement liées et les associations d'éducation populaire font très bien le travail, donc je pense qu'il n'y a pas à essayer de prendre la place des associations. Il faut juste redonner les moyens à ces associations-là de faire le travail comme il faut. Donc je répondrai tout simplement par redonner des moyens aux associations d'éducation populaire. Mathilde. Effectivement, il y a un sentiment d'abandon quand il y a des bourgs qui se vident, des écoles qui ferment, des hôpitaux qui ferment, et on ne reviendra pas sur le point, mais la Poste. Moi, je me rappelle de la Poste comme le moyen de socialisation et l'endroit de socialisation de ma grand-mère. Maintenant, j'ai déjà dit sur les associations, je remettrai juste un point sur la réforme des retraites qui va être aussi terrible pour toutes les associations qui fonctionnent beaucoup avec des retraités qui demain ne pourront plus le faire. Je rejoins le point de Sébastien tout à l'heure sur les fêtes. Il n'y a plus de moments festifs. Là, je vais prendre Melcarré où habitait ma grand-mère, mais il y avait toujours une fête des anciens qui n'existe plus parce que les pré-anciens qui organisaient ça sont devenus des anciens et il n'y a plus de pré-anciens qui peuvent avoir le temps d'organiser. Et donc, juste le point effectivement de comment est-ce qu'on finance tout ça.
Et il faut donner des moyens à nos collectivités. Et ça me permet juste d'avoir un point sur la boucherie que prépare aujourd'hui le gouvernement Barnier sur les collectivités locales, avec des gros moyens qui vont être enlevés. Et même si aujourd'hui on dit que ça va être que les 450 les plus grosses, on compte les départements. Ça veut dire que demain, les départements n'auront plus les moyens de pouvoir financer tout ce qui se passe sur les territoires. Et donc je parlais de Melcarré qui est dans les Côtes-d'Armor. Et ben, ça va être une boucherie pour les Côtes-d'Armor et pour toutes les petites villes à l'intérieur, parce qu'elles n'auront plus du tout les moyens de pouvoir assurer les services publics. Et le sentiment d'abandon va être encore plus gros. Anaïta. Bon, bah, recréer du collectif, je pense que, enfin, en tout cas en ce qui concerne les Outre-mer, recréer du collectif, ça va passer par, comme je disais tout à l'heure, rendre fier, parce qu'aujourd'hui, ce qui unit les gens, c'est beaucoup la colère. Et enfin, c'est bien la colère, il faut se révolter. Mais je pense que pour recréer vraiment du collectif, il va falloir rendre fier. Pour rendre fier, il va falloir améliorer les infrastructures. Il va falloir donner la possibilité aux gens de rester où ils sont s'ils le veulent, d'étudier là, de se soigner là, comme je disais tout à l'heure. Et donc oui, ça va juste. En fait, tout est volonté politique pour permettre aux collectivités, aux associations, aux organisations locales de faire vivre leur territoire et de permettre en fait une vie heureuse là-bas. Voilà. Sébastien. Je crois que c'est très juste ce que tu viens de raconter. Enfin, pour tous ceux qui peuvent se sentir assignés à résidence, il y a comment ce territoire peut devenir pas quelque chose dans lequel on s'y sent abandonné, mais qui effectivement, on peut y trouver. Quand tu as parlé des tiers-lieux, je pense que voilà, c'est certainement ce qu'il faudra dans tous les programmes pour les élections municipales qui arrivent là prochainement. Et avec cette grande question, enfin, quand on voit aujourd'hui comment un animateur de tiers-lieu passe la moitié de son temps à trouver un budget pour pouvoir se financer et pouvoir faire vivre cet espace, parce qu'on a parlé de la question de la jeunesse, mais quand on voit dans la ruralité avec le vieillissement de la population, de comment on peut lutter contre la mort sociale des personnes âgées, on a un gros sujet. Donc d'avoir un endroit où on peut se retrouver, on peut avoir un accès à la culture. Voilà, moi sur ma circonscription, il y a un tout petit village de 180 ou peut-être 200 habitants, Bourou, qui est vraiment au fond de la Dordogne, qui a un tiers-lieu et qui fait librairie, qui organise des concerts au moins une fois par mois. Et donc il y a vraiment quelque chose qui vit, mais c'est une galère absolue pour eux d'arriver à maintenir cet emploi qui permet de faire vivre tout ça. Et donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu là, et pour le coup, les jeunes peuvent s'y retrouver, s'y investir. Parce que la grande question est comment on arrive à avoir quelque chose de commun sur un territoire, comment on peut avoir un lieu où on peut se retrouver, et comment on peut avoir des moyens et peut-être un projet commun. Et là, enfin, j'ai évoqué la question des fêtes de village. Mais moi, ça m'a permis de savoir de comment on rentre dans un bureau, comment on gère un budget dans une association. Et quand je suis arrivé à la fac, on avait la question de la psychanalyse notamment qui allait être mise en dehors des bancs de la fac. Et ben, j'ai monté une association pour maintenir le discours analytique au sein de la fac. Mais tous les autres urbains n'avaient jamais monté d'association et ne savaient pas comment on pouvait faire ça. Et pour le coup, d'avoir participé à un comité des fêtes, d'en avoir été le président, il y a quelque chose qui devenait totalement simple et naturel là-dedans. Et je crois que c'est comment on permet aussi sur nos territoires aux jeunes de pouvoir se retrouver sur une cause commune, mais ça peut être le club de sport, ça peut être tellement de choses, de comment on se retrouve. Il y a la question de la convivialité, parce que le moment de la fête, c'est comment on se retrouve et on arrive à partager autour d'un banquet, d'un repas, de la musique, quelque chose. Et là-dedans, on a besoin, pour que nos ruralités soient aussi joyeuses, d'avoir ces moments-là. Puis on le voit bien, dès qu'on organise quelque chose comme ça, il y a vite 200, 300 personnes qui viennent. Et beaucoup de personnes sont très fières quand c'est organisé par les jeunes. Et bah, Anaïta, Sébastien, Mathilde, Emma, merci beaucoup pour cette première table ronde des jeunes écologistes. Le deuxième sujet le sujet de la seconde table ronde, c'est sur l'extrême droite. Et il se trouve, Mathilde, que tu as réalisé un documentaire sur l'extrême droite. Donc ça nous fait une super transition entre les deux. Est-ce que, Mathilde, partout en Europe, les jeunes emmerdent l'extrême droite ? Le problème, c'est que même en France, c'est plus totalement vrai. Juste tout petit comment. Il y a une clique
table ronde, celui qui l'a perdu ou celle peut le demander à l'accueil. Merci beaucoup. Est-ce que partout en Europe... Attends, je te refais le lancement. T'as réalisé un documentaire sur l'extrême droite au pouvoir partout en Europe. Est-ce que partout en Europe, la jeunesse emmerde l'extrême droite? Et donc j'allais commencer par, le problème c'est que même en France, quand on regardait les intentions de vote aux européennes, c'est plus totalement vrai, et c'est ça qui fait peur aujourd'hui, parce que Bardella était et reste hyper populaire chez les plus jeunes. Mais du coup, oui, on a réalisé un documentaire qui s'appelle Dans l'œil du cyclone, Europe, E-U-R-H-O-P, et qui a été tourné dans 5 pays de l'Union européenne pour répondre à la question, enfin c'est ce qui nous a en tout cas animés, la question qu'on a beaucoup entendue en 2022, en 2023 et qu'on a encore plus entendue en 2024. Je vote extrême droite parce qu'on n'a jamais essayé. Ce qu'on voulait, c'était montrer qu'il y a des pays qui ont essayé, qu'on n'essaye pas avec l'extrême droite, parce que derrière, elle a la mainmise sur tous les contre-pouvoirs et qu'elle y reste en fait quand elle y est. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4. C'est parti pour le deuxième round. Bonjour. Cette deuxième table ronde, elle nous semblait importante aussi pour nous, jeunes écologistes, parce que notamment le 9 juin dernier, on a été glacés de voir qu'il y avait quasiment 8 millions de voix pour le Rassemblement national, que plus de 31% des bulletins dépouillés étaient des bulletins du Rassemblement national, que c'était plus du double de la seconde de la liste arrivée en deuxième, et que la gauche parcellisée, elle semblait bien en peine, singulièrement dans les ruralités. On voit que plus la commune est petite, plus le nombre de voix pour le Rassemblement national monte. Et donc pour discuter de comment stopper l'ascension de l'extrême droite dans nos territoires, on a Raphaël Rémy-Leleu, tu es conseillère de Paris, militante féministe et membre du bureau de la commission lutte contre l'extrême droite des écologistes. Nous avons Cyrielle Châtelain, tu es députée de la seconde circonscription de l'Isère et présidente du groupe écologiste et social. Et nous avons Anna Bikouloulou, tu es secrétaire nationale des jeunes écologistes. Bonjour à toutes les trois. Du coup, Anna, comment est-ce que t'expliques, comment les jeunes écologistes expliquent que la jeunesse rurale elle soit séduite par l'extrême droite? Alors, je pense que, comme ça a été dit déjà lors de la première table ronde, il n'y a pas une jeunesse, mais bien des jeunesses. Et je souhaitais précisément profiter de cette table ronde aussi pour parler de toutes ces jeunes qui sont oubliées souvent quand on parle de ruralité et qui sont généralement les personnes racisées. Parce que c'est vrai que quand on parle de ruralité, on a tendance à opposer les blancs des campagnes et globalement les personnes racisées qui seraient toutes dans les centres-villes ou les banlieues. Et ce discours-là, qui est très globalisant, c'est un discours qui tend finalement à complètement effacer toute une partie des personnes qui ont connu pour beaucoup des trajectoires assez similaires, hein. C'est des personnes qui ont eu des parents qui ont immigré de première ou deuxième génération, qui ont connu une petite ascension sociale et qui se sont dit super, on a un petit peu d'argent, on va aller se construire une petite maison Phoenix, et qui du coup vont aller dans des endroits périurbains ou en zone rurale pour justement avoir leur petite maison et leur petit jardin. Et toutes ces personnes-là, c'est vrai que nos discours ont tendance à les effacer ou en tout cas ne pas assez les prendre en compte. Et donc, évidemment, la question du vote RN, elle est très liée, on l'a dit, à l'éloignement des services publics. Elle est très liée à la question de la désillusion aussi politique, parce que c'est vrai qu'on fait quand même face, ces derniers mois, tout particulièrement, à un manège politique qui est juste effarant, en fait, et qui aussi peut laisser les personnes se sentir plutôt abattues. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas non plus minimiser la question du racisme aussi.
et que c'est important que nous, en tant que personnes engagées politiquement, on n'ait pas honte aussi d'en parler de ce racisme-là, parce que concrètement, eh bien, il a des implications très, très directes pour nous, précisément, ces personnes qui sommes un peu oubliées de ces discours. C'est par exemple, moi, mes parents qui subissent le harcèlement administratif du maire de notre village et qui se sentent seuls, parce que concrètement, il n'y a pas d'association pour les aider, il n'y a pas de parti politique pour les aider, et donc ils font comme ils peuvent avec leur peu de moyens et le fait que ils ne maîtrisent pas forcément bien la langue, ce qui n'aide pas. C'est aussi concrètement notre voisin, le chasseur qui est venu nous menacer, et qu'est-ce qu'on fait encore une fois? On se sent très démunis face à ça. Et c'est plein de choses qui sont très concrètes, qui ont aussi besoin d'être mises en avant. Et vraiment, j'invite les militants écologistes à l'avoir en tête. Quand on dit qu'il y a besoin de lien social, quand on dit qu'il y a besoin que nous, on soit partout sur le territoire, c'est aussi être présent pour les gens et vraiment aller les aider là où ils en ont besoin. Mais du coup, pour répondre plus précisément à pourquoi est-ce que les jeunes sont séduits par le Rassemblement national, moi, j'identifie notamment 2 éléments. Je pense que déjà, il y a la question de la représentation. Parce que c'est vrai qu'ils ont réussi, avec la figure de Jordan Bardella, à nous présenter un petit mec plutôt séduisant qui fait des trends TikTok et que finalement, ça fonctionne. Et je pense que là-dessus, il ne faut vraiment pas sous-estimer la question de la représentation des jeunes en politique. Le fait d'avoir des personnes auxquelles d'autres jeunes peuvent s'identifier et se dire « Ah oui, cette personne comprend mes problématiques, elle va porter ma voix. » Et ça, c'est extrêmement important de le mettre en avant. Alors évidemment, on vous bassine avec ça à chaque fois, mais les quotas jeunes, c'est hyper important justement pour répondre à cette problématique-là. Ensuite, il y a évidemment le sujet de... je me perds. Et ensuite, il y a aussi, je pense, une réalité qui est que les mouvements d'extrême droite ont réussi à comprendre avant nous comment réussir à mieux être dans tous les pans de la vie des personnes. Et je reprends souvent cet exemple. Pour moi, ça passe notamment par la question, je ne sais pas si vous voyez, des forums en ligne, où il y a eu pendant... je vais peut-être expliquer c'est quoi les forums. En gros, il y a eu, il y a des sites internet sur lesquels, au départ, les jeunes, à peu près 12-25 ans, échangeaient. Au départ, c'était surtout beaucoup autour de la question des jeux vidéo, mais évidemment, les discussions ont commencé à un peu s'élargir. Et petit à petit, il y a commencé à avoir des discussions plus personnelles, mais aussi la question des débats politiques qui ont commencé à prendre place sur ces forums-là. Et ces forums ont très vite été infiltrés par des personnes d'extrême droite qui en fait faisaient un peu du repérage de jeunes pas très politisés, qui étaient isolés et commençaient un peu à les saisir comme ça, à repérer ces personnes un peu faibles et à distiller leurs idées. Globalement, l'extrême droite est arrivée et expliquait aux personnes que si ça allait mal dans leur vie, c'était la faute des femmes, des immigrés et des assistés. On leur a un peu servi sur un plateau des discours un peu préconçus, mais qui, face à des personnes qui étaient un peu isolées et qui n'avaient pas forcément d'autres contre-discours, se sont laissés convaincre. Et là aussi, donc, l'extrême droite a été très forte parce qu'elle a réussi à être partout sur ces réseaux-là, à être partout sur les réseaux sociaux. Et nous, à gauche, c'est vrai qu'on est arrivé un peu plus tard. Là, aujourd'hui, on essaye d'être plus dans la communication, de davantage démocratiser notre discours. Mais on a un peu un train de retard par rapport à l'extrême droite, qui a vraiment eu une stratégie j'ai presque envie de dire, de prédation de jeunes un peu faibles et qui a comme ça réussi à rentrer vraiment dans leur tête et dans leur quotidien. Et là-dessus, je pense qu'il y a aussi une réponse qui est importante, c'est que l'extrême droite a de cette manière réussi un peu à créer un sentiment de corps. Elle a réussi à dire à ces jeunes, regardez, c'est nous, les blancs, contre eux, les autres. Et donc c'est important que nous, justement à gauche, on arrive à recréer un autre sentiment de corps, qu'on arrive à faire classe, qu'on arrive à être ensemble dans un projet collectif qui emporte, un projet qui soit joyeux, un projet qui mène vers l'avenir, et que ce projet précisément, on arrive à le porter en ayant... Parce que nous aussi, on a des ennemis communs quelque part. Quand on dit qu'il faut augmenter la taxation des plus riches, voilà, on a des ennemis communs, mais il faut aussi qu'on ait un discours commun et qui sache emporter tout le monde. Et donc ça, pour moi, c'est extrêmement important.
Et du coup, Raphaël, quel est ce récit commun que la gauche doit écrire pour que on ait un récit résolument antifasciste autour des territoires ruraux? Comment on fait pour gagner, quoi. Juste ça. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être, si tu me le permets, juste pour vous expliquer comment et pourquoi une élue parisienne se retrouve à intervenir aux universités des ruralités écologistes. Avant d'arriver à Paris, je suis née, j'ai grandi dans un tout petit village qui s'appelle Brion, dont je suis extrêmement fière, qui fait 700 habitants et habitantes aujourd'hui, et qui est devenu tristement célèbre. En tout cas, la Circo est devenue tristement célèbre, parce que c'est la 20e Circo du Nord, qui a été créée en 58, et qui pour la première fois en 2024 a été perdue par la gauche, et c'est la circonscription de Fabien Roussel. Donc autant vous dire que ça a fait une véritable onde de choc d'avoir une circonscription où le taux de pauvreté est de plus de 25%, où le taux d'illettrisme est parmi les plus importants du pays, et de se dire qu'on a maintenant un député d'extrême droite qui n'a jamais fait campagne et qui n'avait même pas sa photo sur sa propre affiche. Donc ça oblige aussi à beaucoup d'humilité, parce qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui la solution magique pour lutter contre l'extrême droite, ni dans les ruralités, ni ailleurs. Alors peut-être que vous l'avez trouvé autour des 48 dernières heures, mais nous, on y travaille encore, parce qu'on a plusieurs difficultés dans les milieux ruraux et face à l'extrême droite, vous le savez également. Déjà, on a quelque chose à se dire entre nous et à assumer quand on est sur le terrain et quand on discute avec nos camarades. On n'a pas tout essayé contre l'extrême droite dans les ruralités, y compris parce qu'il y a des choses qu'on a arrêté de faire. La diabolisation de l'extrême droite, on nous a dit ces 10 dernières années que ça ne marchait plus et qu'il ne fallait plus faire ça, mais en fait on avait arrêté de le faire parce que les chercheurs et les chercheuses le montrent, l'extrême droite s'en est gavée, son discours de dédiabolisation a été prégnant, y compris dans les institutions, dans les discours militants, dans les médias de gauche. Donc on peut déjà se dire qu'on a besoin de reprendre un discours de diabolisation de l'extrême droite. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense aussi que ça peut permettre de créer des discours, des fiertés positives dans l'ensemble des territoires. Guillaume l'évoquait un peu tout à l'heure sur des ruptures de fierté et d'identité dans des territoires en Isère. Mais un peu partout dans le pays, on peut avoir des discours de fierté du territoire qui renouent aussi avec nos histoires militantes, avec nos histoires ouvrières, et rappeler en quoi l'extrême droite est une absurdité, est une réponse à la fois dangereuse mais bien absurde face à ce que sont nos propres vécus. Je vous donne toujours l'exemple de Brion. C'est une forme d'isolement aussi quand vous êtes dans une ruralité, dans ce qui est censé être la zone d'attractivité de la métropole lilloise, parce que personne n'a l'impression que vous avez une vraie ruralité dans ces espaces-là. Ce qui va vous venir en termes d'imaginaire, ce sont les usines, les corons, les mines. Dans notre village, la première maison coron a été construite la même année que celle de la fermeture de l'usine. C'est vous dire le niveau de développement. Mais en fait, on est plein de familles, de personnes qui viennent d'ici, qui sommes de la 3e génération d'immigrés. Des immigrations polonaises, des immigrations italiennes, des immigrations espagnoles. Mais nous, personne ne nous parle comme ça. Personne ne se demande quel est notre niveau d'intégration. Et c'est peut-être aussi à nous de le dire, pour faire le lien avec nos camarades racisés, que bien entendu, c'est raciste de ne jamais nous poser cette question-là. Ça les met très, très mal à l'aise, l'extrême droite, par ailleurs, quand on le fait. Donc des fiertés et des discours positifs qui se retrouvent aussi dans des politiques mémorielles, dans des politiques de représentation. Et puis, rompre l'isolement. Alors, vous en avez beaucoup parlé sur les services publics, sur les temps festifs. Chez nous, c'est la fête à la grenouille, chaque année. Et c'est toujours très compliqué à organiser. Ça mobilise beaucoup de gens parce qu'on est aussi face à une forme de rupture dans le modèle rural où les gens ne se retrouvent plus en ruralité comme avant. On a des gens qui sont là uniquement, c'est les villages dortoirs parce qu'on n'est pas loin d'une sortie d'autoroute, donc finalement le village c'est bien parce qu'on est à la campagne, mais on n'y trouve pas les mêmes mécanismes de solidarité, et l'extrême droite en profite pour avoir un discours de division sur la campagne qui change, et c'était mieux avant, un vrai discours de nostalgie. Et la nostalgie pour la nostalgie, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, c'est à nous de faire en sorte d'avoir des forces pour réorganiser les services publics, mais aussi les temps festifs, mais aussi
l'accueil de l'ensemble des élèves dans des écoles véritablement de proximité. C'est très basique, mais ça fait partie des solutions. Et j'en terminerai par là pour faire le lien avec ce que disait Anna sur l'extrême droite qui, elle, avait réussi à faire campagne partout. Parce que quand je vous dis que l'extrême droite n'a pas fait campagne dans la 20e du Nord, à Brion, dans la Circo de Fabien, c'est pas tout à fait vrai. Elle n'a pas fait campagne comme nous on fait campagne, comme nous on voit que des personnes font campagne. Elle n'était pas là sur ce qui ressemble aujourd'hui au marché, elle n'a pas tracté, elle n'a pas boité, elle n'a pas tenu de réunion publique, mais nous non plus. Donc déjà, il faut peut-être que nous on reprenne cette voie-là, et qu'on s'interroge aussi sur l'ensemble des signaux faibles qu'utilise par contre l'extrême droite. C'est Alice Barbe qui a travaillé là-dessus, et c'est fascinant de voir des personnes qui se sentent très isolées dans leur territoire et qui du coup vont aller chercher des signaux faibles de discours, de coalition, de cohésion, qu'on va retrouver aussi bien sur les forums en ligne que dans certains médias, CNews, le JDD et d'autres, mais aussi dans des réseaux de socialisation qui nous sont très étrangers et qui structurent politiquement beaucoup. Il y a quelques années, dans le Nord, quand il y a eu la création de l'UMP, eh ben, les premières assos à avoir été contactées pour remplir les meetings de l'UMP, c'était les associations de chasseurs. Ben, je peux vous assurer que les associations de chasseurs, aujourd'hui, ne vont plus au meeting des Républicains, encore moins au meeting des macronistes. Par contre, ils remplissent très largement les salles du meeting du Rassemblement national. Et pour en conclure sur cette idée qu'on n'avait pas tout essayé, et parce que j'avais promis de passer le message, mais je pense que ça va beaucoup vous parler parce qu'on en a parlé ne serait-ce qu'à la pause café, on reçoit des messages d'alerte ou des demandes de la part de camarades, de militants, de militantes qui se sentent aussi isolés dans leur militantisme et se posent la question comment on fait pour lutter contre l'extrême droite dans nos villages. Et elle nous dit, une militante, est-ce que quelqu'un ou quelqu'une qui est aux universités des ruralités écologistes pourrait faire passer un message? Parce qu'a priori, ce n'est pas dans les tuyaux, alors que de plus en plus de militants et élus locaux se sentent démunis. On a vraiment besoin de se structurer nationalement face au RN pour occuper, même juste un minimum, le terrain réel et numérique. Des actions militantes coordonnées, simples et faciles à monter, du matériel, du PDF, du tract. Est-ce qu'on peut avoir des outils? Parce que les militants trépignent maintenant, pendant que le RN fait même des manifs avec des banderoles dans les petites villes pour faire genre on est là. Merci beaucoup. Cyrielle, toi, il se trouve qu'à l'Assemblée, tu es aux premières loges d'un bloc humain de plus de 100 personnes. Physiquement, ça doit être impressionnant, mais aussi dans ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Est-ce que le Rassemblement national, dans ses votes, est l'allié des ruralités? Alors oui, on a déjà eu 2 ans, hein, ils étaient moins nombreux, mais on avait déjà un groupe d'extrême droite très structuré. Moi je considère que c'est un peu la ruche, hein, c'est-à-dire c'est structuré autour de Marine Le Pen. Il y a Marine Le Pen, il y a ses proches à côté, puis en fait plus on s'éloigne du centre, généralement moins on a de poids. C'est structuré parce qu'en fait le RN, la manière dont ils gèrent les choses, c'est qu'ils ont quelques intervenants par texte. Donc en fait, ils contrôlent tout. C'est-à-dire qu'ils évitent au maximum la prise de parole de l'ensemble de leurs députés. C'est-à-dire que dans l'hémicycle, c'est quelques députés qui prennent la parole, qui sont généralement entraînés. Là, c'est pour vous dire, en tout cas aujourd'hui, dans quelle stratégie ils sont dans l'hémicycle et comment ils ont réussi à avoir cette image de notabilisation. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, un certain nombre de consignes vestimentaires. D'ailleurs, là, les 100... les 120, ils sont tous en bleu, ils sont tous pareils. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez... Moi, je trouve ça angoissant, mais voilà. C'est ça, nous, on est beaucoup plus pluriels. On ne fait pas de consignes d'habillement. Sur la question des rurales... Alors, sur la question des votes... alors, il y a quand même... Alors là, ils vont quand même faire attention à donner l'impression qu'ils vont être pour les ruralités. Alors après, de manière très savette, sur des amendements qui passent, sur les réhabilitations patrimoniales, des maisons dans les zones rurales, ça va être des attentions comme ça qui parlent des ruralités, et puis en plus qui parlent
à des détenteurs de patrimoine, qui sont aussi leur électorat aussi plutôt riche, y compris dans les ruralités. Donc ils font quand même très attention à cette posture-là, ils font très attention dans le discours à continuer le discours dont on a été parlé, le on contre nous, les villes contre les campagnes, les riches contre les personnes de bon sens, les personnes de la terre. Enfin voilà, il y a quand même tout ce discours-là qui est très fort. Après, dans la réalité des votes, on a un RN déjà dont il faut comprendre qu'il est très opportuniste. C'est-à-dire en vrai, n'importe quel autre groupe politique aurait la stratégie qu'a le RN, les médias diraient impréparation, désordre, désorganisation, division. Non, pas le RN. Le RN, à chaque fois qu'il change de vote, mais des fois sur une même journée. Sur une même journée, sur un même sujet, ils peuvent avoir 3 votes différents. Un pour, un contre, une abstention. Ben, là, on dit, c'est malin, c'est de la tactique. Il y a aussi quand même une espèce d'envie de survalorisation du RN, là où en fait, c'est ni de l'impréparation, c'est vraiment de l'opportunisme le plus fort. Et donc, c'est vrai que leur vote change de manière très importante. Après, quand on en avait parlé, la question, c'est les ruralités, puis c'était même la protection du vivant, parce que c'est vrai que dans la question... si je prends des régions comme la Bavière, etc., c'est vrai que dans le vote, dans des territoires qui sont plutôt de droite, un peu conservatrices, on a aussi un discours écologiste qui porte, qui est celui de la protection de l'habitat, de la terre. Enfin, donc il y a quelque chose qui est lié quand même à cette question du lien entre l'environnement, mais l'environnement, le lieu où on vit, et la question de la défense environnementale. Donc la question, c'est peut-être aussi comment le RN fait attention à cet environnement qu'il nous dit défendre. Bon, globalement, pas. Ce ne sera pas une surprise. Première chose, sur la question de la biodiversité. Donc généralement, vous allez entendre le RN parler de biodiversité quand il parle d'éoliennes. Alors là, quand il parle d'éoliennes, vous allez... Alors, les oiseaux, c'est vraiment les défenseurs les plus virulents de la biodiversité. Par contre, dans le reste des cas, si c'est pour mettre des centrales nucléaires, si c'est pour mettre de l'industrie, si c'est pour protéger des pratiques agricoles plus vertueuses, c'est non. C'est-à-dire que là, on oublie la biodiversité, on oublie la protection des sols, c'est non. La deuxième chose, on nous parle quand même, quand on nous dit on veut défendre, c'est intéressant, hein, Guillaume parlait de toutes ces associations qui se montent dans les communes rurales, généralement soit pour lutter contre la gentrification, soit pour lutter pour ce qu'on appelle la densification. Donc il y a quand même un enjeu on n'est pas d'accord généralement avec ces associations-là, mais en tout cas, dans un certain nombre d'endroits, il y a un enjeu de préservation des terres naturelles, des terres agricoles. Nous, d'un point de vue environnemental, parce qu'on sait leur importance pour la biodiversité, pour le cycle de l'eau, mais aussi pour les habitants, de qualité de vie. C'est-à-dire qu'à un moment, et puis même qu'on parlait d'identité, parce qu'effectivement, ils disent, voilà, nous, on habite dans un village, dans un centre-bourg, on veut qu'ils gardent une identité architecturale, etc. Les mêmes qui vont faire le tour de ces associations-là, leur dire, vous avez raison, vous êtes chez vous, à l'Assemblée, ils vont voter contre le zéro artificialisation nette. Et ils vont voter tout ce qui va dans le sens de bétonner, 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 bétonner. Donc en fait, de toute façon, même là, il y a une incohérence entre leurs votes. C'est-à-dire qu'à un moment, tout ce qui va permettre d'aller couler du béton, ils seront pour. Et je veux quand même aller un cran plus loin. Alors là, je pars un peu des ruralités, mais aller sur la question environnementale, climatique de manière plus forte. Et parce que je pense que si je veux quand même faire le lien, dans un certain nombre de villages, on voit aujourd'hui qu'on arrive à des problématiques d'accès à l'eau qui deviennent vraiment régulières, pérennes, donc où il y a quand même un impact très fort du réchauffement climatique. Quand on voit les inondations qui ont lieu, alors là aujourd'hui c'est très démultiplié ces dernières semaines, mais il ne faut pas oublier que l'année dernière c'était déjà le Pas-de-Calais où il y avait eu des inondations de manière, 3 fois de suite de manière très forte. Et on est sur des territoires où on arrive à des vrais... où on est même déjà au maximum de la capacité d'adaptation. C'est-à-dire que c'est des endroits où les gens ne veulent plus assurer les maisons. Donc même dans des territoires, dans tous les territoires et dans les territoires urbains, ça va être lié vagues de chaleur, etc., on a des enjeux d'adaptation qui sont très forts et qui touchent
ces habitants-là. Donc la question de comment ils vont répondre à la question environnementale et à la question climatique est importante. Et donc je vais quand même finir là-dessus parce que je pense que c'est important aussi que nous, on l'ait en tête. Ils ont présenté leur contre-budget. Alors c'est le contre-budget du RN, en plus des 40 milliards de coupes budgétaires que fait le gouvernement Barnier. Donc ils gardent les 40 milliards, mais ils en rajoutent 13,5 milliards. C'est-à-dire qu'en tout, c'est plus de 53 milliards d'euros d'économies de coupes budgétaires dans le budget du RN. Ils tapent sur l'Europe, voilà. Mais ce sur quoi ils tapent le plus, c'est la politique environnementale. C'est 6 milliards de coupes budgétaires sur les énergies renouvelables, parce qu'il n'y a plus d'obligation de rachat par EDF. Donc en fait, ils détruisent la politique sur le renouvelable. C'est 110 millions de coupes sur les associations environnementales, et c'est la suppression de tous les plans vélo, mobilité douce, etc. C'est fini, il n'y a plus rien. Donc en vrai, quand on regarde la réalité d'où ils vont couper, puis les fonds verts, etc. Donc en plus, ils coupent auprès des collectivités et ils coupent sur toute la politique environnementale. Et c'est normal et c'est logique, parce que c'est un parti qui est profondément climato-sceptique. Jean-Marie Le Pen disait le réchauffement climatique est une arnaque. Et en fait, aujourd'hui, ça se décline de deux manières différentes. Il y a ceux qui sont restés très lepénistes dans leur expression. Donc je vous prends deux exemples. Guillaume Bigot qui dit oui, donc nouveau député Rassemblement National, qui dit oui, il y a un réchauffement climatique, mais on n'est pas totalement sûr que ça soit dû à la hausse de CO2. On a des doutes encore. Ou Christophe Barthès qui dit, lui dit le réchauffement climatique, oui, mais en vrai, c'est pas si grave. C'est vrai, je pense qu'on va aller expliquer ça aux gens qui n'ont plus accès à l'eau, dont les maisons sont détruites, des gens qui meurent des vagues de chaleur, mais c'est pas si grave. Et puis en vrai, on ne sait pas si c'est l'être humain qui est la cause du réchauffement climatique. Et en fait, Donc déjà, on a vraiment le climato-sceptisme crasse et vraiment made in Jean-Marie Le Pen. Et on a l'autre version, un peu plus fine, la nouvelle version du climato-scepticisme, qui est la manière de décourager d'agir. Et généralement, ça passe, et donc ça, quasiment tous les élus du RN le diront, par en fait, c'est pas en France qu'il faut agir. Parce qu'on n'est que 1% des émissions, parce que la question c'est ce qui est exporté, etc. Donc c'est décourager d'agir et dire qu'on n'a pas les moyens d'agir sur ces questions-là. Donc j'ai répondu de manière un peu large à ta question, mais il faut voir que le RN aujourd'hui, dans tout ce qui va protéger, et même ce qui va protéger la réindustrialisation et la relocalisation des activités économiques, ils ne sont pas là. En fait, aujourd'hui, ils font une politique anti-climat et une politique pro-grandes entreprises et grandes fortunes. C'est ça aujourd'hui leur politique économique. Donc de toute façon, c'est une politique qui va aller à l'encontre à la fois de leur électorat le plus pauvre et le plus précaire et à l'encontre des zones urbaines. Vous imaginez bien qu'avec 53 milliards d'euros de coupes budgétaires, il n'y aura pas beaucoup de nouveaux services publics dans les ruralités. Merci beaucoup. Et donc face à ce constat que le RN ne sert au final pas son électorat, certaines évoquent une stratégie d'aller reconquérir leurs électeurs, d'aller chercher les fâchés pas fachos. La question de cet axe stratégique, c'est est-ce que c'est pas un risque de renoncement significatif sur certains de nos combats que de prendre cette stratégie d'aller chercher leur électorat? Et si on prend d'autres alternatives, est-ce qu'il n'y a pas des segments de l'électorat qui pourraient être convaincus par notre projet de rupture sans devoir se déguiser d'une quelconque manière? Anna, tu veux commencer? Là, c'est bon, oui. Moi, j'ai tendance à penser que la manière la plus efficace, finalement, de faire reculer le Rassemblement national, ce serait qu'on gagne. Parce que finalement, si on gagne, on est en mesure de vraiment mettre en place des politiques sociales, on est en mesure de justement remettre des services publics là où il en faut, on est en mesure de recréer du lien social, et que c'est justement par là, finalement, qu'on fera reculer le Rassemblement national qui, comme on l'a dit, se nourrit de la peur et de ce sentiment d'isolement. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour gagner ? Je pense que ce qu'il faut faire, surtout, c'est ne jamais reculer sur nos valeurs.
et être absolument carré sur ce qu'on porte et nous en tenir à nos promesses. Le NFP a promis un programme, s'est engagé auprès des électeurs, et bien il faut qu'il ne déroge pas de ce programme, il faut continuer à le défendre, il faut même aller plus loin quand on le peut, et surtout ne pas transiger en faisant des alliances de circonstances avec l'extrême droite, ce genre de choses qui participeraient à nous décrédibiliser et qui par ailleurs ne sont que perdantes pour nous quelque part, parce qu'aujourd'hui, on est les seuls qui continuons à tenir la barre, on est les seuls à continuer à dire que oui, l'AME c'est important, que franchement, dire que l'état de droit, bon, c'est quand on veut, c'est juste pas possible. Donc en fait, si nous on lâche sur le terrain des valeurs, il n'y aura plus personne pour tenir ce discours. Et donc il faut que nous, on soit intransigeants, qu'on continue à promouvoir un humanisme tout simplement, et qu'on le fasse franchement. Et qu'on le fasse, et je le dis franchement, dans le sens où il ne faut pas avoir peur en fait. À un moment donné, le discours de oui, mais il faut être bien respectable, bien présentable. Quoi qu'on fasse, de toute manière, on sera critiqué, les gens ne nous aimeront pas. Donc autant y aller franchement et porter nos valeurs haut et fièrement, quoi. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Concernant le premier sujet qui est celui de l'électorat, si on le prend par ce prisme-là, moi en tant que militante politique, féministe, écologiste, je ne choisis pas d'exclure des personnes de mon discours de conviction. Parce que l'objectif, c'est important de se le rappeler de temps à autre, c'est qu'on soit majoritaire. Et l'objectif même pour devenir majoritaire, c'est que nous puissions militer dans des organisations de masse. Alors, bien sûr, on doit parler à tout le monde, et même par rapport à des personnes qui sont très éloignées de nous et qui ont des votes totalement à l'opposé des nôtres. Moi, je vais le dire de manière très simple, voire un peu simpliste, mais toute petite pierre posée qui fait que mon interlocuteur deviendra un peu moins facho et un peu moins prompt surtout à verser, à sombrer dans la violence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que si un jour, on se retrouve de l'autre côté, si la bascule véritable vers le système fasciste violent se fait, toutes ces petites pierres posées, tous ces interlocuteurs, toutes ces interlocutrices à qui on aura pu dire « mais un jour, on a eu cette discussion et tu m'as dit « c'est vrai que jeter des Arabes dans la Seine en 61, c'était pas bien », c'est toujours ça de pris, c'est toujours ça de posé. Et c'est d'autant plus important quand on milite en milieu un peu hostile. Alors, je sais pas vous, mais moi, dans la famille, je milite pas vraiment. Parce que je sais qu'autour de la table de Noël, on n'est que 2 à pas voter extrême droite. Et du coup, ça crée des ruptures aussi familiales, psychologiques, émotionnelles, qui sont très dures. Mais ce dialogue ouvert et se dire, à chaque fois, on place des petits repères, c'est important du point de vue politique, mais aussi du point de vue humain. Parce que sinon, on perd toute capacité d'empathie vers ces personnes qui peuvent même être nos proches. Et là, on verse aussi, on donne du poids à l'autoritarisme. Sur l'aspect des valeurs, Anna parlait du programme. Moi, j'aimerais rappeler quelques points de méthode, et c'est pas toujours très populaire de le dire, mais je crois que l'une des grandes ruptures qui nourrit l'extrême droite, c'est le manque de confiance en la parole politique, la défiance vis-à-vis des pratiques, et que quand on est écologiste, il y a par exemple 2 points sur lesquels on ne devrait jamais lâcher, même dans nos cadres internes, c'est le non-cumul et c'est la parité. Je le dis, chacun, chacune en tirera les leçons nécessaires. Et puis sur... on fera un point ensuite sur les trucs non populaires à dire, mais importants néanmoins. Et puis sur le besoin peut-être d'aller regagner ces personnes, et pas que ces électeurs et ces électrices. Tout au long du week-end, de ce que j'en ai lu et de ce qu'on en a entendu ce matin, vous avez beaucoup parlé aussi de ce manque de lien social qui touche aussi les campagnes, à contrario de l'image d'Épinal, voilà. Mais en fait, il y a aussi un truc, c'est que dans les villages, dans les bourgs, il y a souvent plein de personnes qui sont d'accord avec nous et qu'on ne connaît pas du tout. Et moi, je vous donne l'exemple, peut-être que si vous avez fait la campagne européenne, vous avez croisé Robin de Léharde, qui était absolument déchaîné, qui a milité partout où il pouvait militer. Et bien Robin, il habite dans le bled à côté de chez moi. Ça fait donc 30 ans qu'on se connaît. Je n'avais strictement aucune idée qu'il pouvait être
vaguement de gauche, vaguement écologiste. Mais parce qu'en fait, on n'a pas d'espace où avoir ces discussions-là. Donc les recréer et puis y aller totalement sans complexe et avec beaucoup de fierté, y compris quand on sait qu'on va faire 2% aux élections régionales, mais tant pis, à les mettre dans toutes les boîtes aux lettres, je vous incite à le faire. Dans le pire des cas, vous aurez de belles surprises. Bon, ben là, on est très d'accord. Hein. Je sais pas. Ne jamais renier sur nos valeurs, jamais, les valeurs antiracisme, féministes, d'accueil. Enfin, je pense que c'est indispensable. Parce qu'on est dans une bataille culturelle. Donc aujourd'hui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a plutôt un enjeu de remettre des limites à un discours qui est même aujourd'hui un discours raciste qui devrait être sanctionné par la loi et qui peut avoir lieu dans les médias par des responsables politiques. Donc à l'inverse, moi je pense qu'il faut être dans une stratégie de... c'est même pas la rediabolisation, c'est de remettre la juste mesure. Un propos raciste, en fait, ce n'est pas normal et c'est condamné par la justice. Parce qu'en fait, on n'a pas à discriminer des personnes en fonction de leurs origines, comme un propos sexiste, antisémite, etc. Donc on remet des valeurs. 2, je pense qu'en plus, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en vrai, si le fait, on sait reprendre les thèses du RN, ça ne les fait pas descendre. En fait, sinon, ils ne seraient pas aussi hauts, alors que ça fait 30 ans que la droite LR va de plus en plus loin dans la caricature du RN. 2, le fait de se taire sur les enjeux importants ne fait pas reculer le racisme. Et là, je parle de nous à gauche. Je pense qu'aussi, pendant un certain temps, on a été mal à l'aise sur des sujets comme l'immigration. Et ben, c'est pas parce qu'on en a un peu moins parlé que les gens ils se sont dit je vais retourner voter à gauche. C'est pas vrai. Donc moi je pense qu'il faut assumer nos valeurs là-dessus. La deuxième chose, c'est que rediaboliser le RN ne veut pas dire diaboliser ses électeurs. C'est 2 choses différentes. On a un combat politique avec un parti politique, des organisations politiques contre Marine Le Pen, mais c'est pas un combat contre ses électeurs. Ça c'est la première chose. Par contre, il faut pas non plus les idéaliser. Les fâchés pas fachos, il n'y en a pas tant que ça. Quand on regarde les études électorales sur le RN, il y a une grande majorité qui a des propos, en gros, qui se dit effectivement en partie raciste ou qui ne veut pas l'immigration, etc. Mais c'est dire qu'il faut que nous aussi on accepte qu'en vrai, mais c'est ce que tu disais, il y a des gens bien, il y a des gens sympas, il y a des gens dans notre famille avec qui on a fait nos études, les parents qui nous aident à tenir le sou des écoles, en fait, qui votent RN. Donc on peut être dans le fait de ne pas accepter leur position politique, et ça ne veut pas dire de ne pas faire des choses avec eux. Enfin, je veux dire, on est dans la même ville, dans la même, on a besoin de ce lien social. Mais donc il faut que nous aussi on accepte que malheureusement, si tous les électeurs RN avaient la tête de skinhead et se comportaient comme des skinheads, ça serait... Non mais voilà, il faut sortir... Enfin, c'est pas parce qu'on dit qu'ils sont racistes qu'il faut aller dans la caricature. Et c'est même ça qui est beaucoup plus compliqué. C'est qu'on peut être... la manière dont ça va, le racisme va se propager, c'est sur des choses plus pernicieuses. C'est sur des propos qui sont plus compliqués à déconstruire, en fait. Sur ce sentiment, mais je le parlais, d'inégalité. Ce truc de toute façon, ces jeunes de banlieue, ils ont eu des milliards qui leur sont tombés dessus. Ça, c'est raciste. C'est-à-dire, en fait, ces jeunes qui sont arrivés migrants, on leur a tout donné. Les migrants, ils nous prennent nos emplois. Enfin, donc, c'est des choses qui prennent du temps à déconstruire. Et voilà, et qu'il faut assumer que ça prenne du temps et que je ne crois pas que les électeurs RN ils viennent tout de suite vers nous. Par contre, il faut continuer à en parler et il faut continuer à porter des combats qui peuvent parler à tout le monde. La question sur le travail, la question sur la question de la lutte contre le mal-travail, la question sur le logement. On voit bien que dans plein de pays d'Europe, la question de l'accès, du maintien dans le logement, c'est un moteur du vote vers l'extrême droite. Parce qu'en fait, quand on n'arrive pas à avoir des conditions de vie dignes, quand on met 40% de son revenu dans un logement, quand on a froid, quand on a trop chaud l'été, qu'en fait nos gamins ils peuvent même plus dormir dans la chambre qui est la leur parce qu'il fait trop chaud, ce n'est pas supportable. Donc il faut qu'on arrive à avoir des propositions extrêmement concrètes à ces problématiques-là. Et la troisième chose, c'est il faut par contre décrédibiliser le RN avec des choses qui leur parlent. Nous, et il faut continuer, c'est la première chose, à le décrédibiliser sur le plan des valeurs, mais il faut aussi les décrédibiliser sur des choses qui vont faire questionner leur électorat, qui vont se dire peut-être je ne vais plus voter pour eux. Ça ne veut pas encore dire qu'ils votent pour nous, mais ça veut déjà dire qu'ils ne votent pas pour eux. Les affaires, le procès. En fait, il y a toute une partie de l'électorat RN qui sont des gens qui votaient LR et qui ne veulent plus voter à droite parce que c'est tous des pourris. Et
En fait, il faut leur dire, les pourris, ils sont aussi au Rassemblement national, il y a le cas des assistants parlementaires. C'est compliqué, mais il faut continuer à leur dire, en fait, ce mec-là, ils ont profité du système, ils ont financé leur parti par de l'argent public, ils ont fait des emplois fictifs, c'est les mêmes que les LR. Ils ont les mêmes habitudes, c'est aussi du tous pourris. En fait, les tous pourris, c'est eux. Et la deuxième chose, il faut aussi leur remettre dans ce qu'ils sont. Ce sont des élites. Marine Le Pen est une élite financière. Donc il faut aussi rappeler ce qu'est le RN, l'argent qu'ils ont, et puis les magouilles. Dans le discours du RN, il y a quand même ce truc, le barrage républicain, ces espèces de magouilles pour nous empêcher d'aller au pouvoir. Ils font quoi, là, le RN, en ce moment? Ils sont en soutien sans participation de Michel Barnier. C'est pas beaucoup mieux, en fait. Donc il faut aller répéter partout. Il faut, et ça on l'a dit, et je pense qu'on l'a beaucoup trop dit, non, c'est pas le RN qui décide de la politique gouvernementale ou qui tient le gouvernement. C'est le RN qui accepte. C'est parce qu'ils ont, en fait, accepté, qu'ils ont, je cherche le bon mot, mais qu'ils ont renoncé à défendre, par exemple, la question des retraites, que Michel Barnier peut être Premier ministre. C'est parce qu'ils ont accepté de soutenir la politique de Macron que Michel Barnier est Premier ministre. En fait, ils sont dans le renoncement et ils sont dans la magouille politique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des affaires aux fesses. Et qu'en fait, en vrai, Marine Le Pen n'avait aucun intérêt à une période d'instabilité politique alors qu'elle était en procès. Et c'est ça qu'il faut raconter. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la magouille et la continuité du sarkozysme, c'est eux. Et qu'en fait, ce n'est pas vrai qu'ils sont aujourd'hui une opposition au macronisme. Parce qu'en fait, sur toute une partie de leur plan économique, ils ont exactement la même politique. Raphaël, Cyrielle, Anna, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et merci à vous d'avoir assisté à ces deux tables rondes. Jeunes écologistes, ça nous tenait à cœur d'inscrire la jeunesse à l'ordre du jour, ça nous tenait à cœur d'inscrire la lutte contre l'extrême droite à l'ordre du jour, car ce sont vraiment deux sujets que nous avons au cœur, deux sujets qui parfois nous tétanisent et dont nous trouvons de temps en temps la réponse apportée pas à la hauteur. Et donc c'est pourquoi on vous remercie d'avoir assisté à ces deux tables rondes.